Salut Papacito, bienvenue sur ce live sur ta chaîne, bienvenue aussi à ceux qui nous suivent en direct. Je précise pour ceux qui débarquent et qui ne sont pas encore abonnés, faites-le, c'est hyper important. Ce soir on va parler de ton actualité, puisque tu viens de sortir ton tout dernier livre, Siècle Furieux, aux éditions Magnus, mais aussi de l'actualité de façon générale. Sanctions, honneurs, gifles, mise au point. Vous venez d'embarquer sur une piste noire qui devrait durer à peu près 2 heures, un peu plus si vous êtes sage. Je rappelle que Siècle Furieux est uniquement disponible sur le site des éditions Magnus. Pour commencer, Papacito, je te propose de te laisser carte blanche sur le thème de ton choix, histoire de se chauffer un peu la voix. Bah écoute, merci beaucoup, merci à toute l'équipe, merci à Magnus qui a rendu possible ce live, je tiens à préciser. Alors déjà, je voudrais remercier tous les gens qui ont participé à la cagnotte. Vous savez que dernièrement, j'ai fait, la vidéo a sauté au bout d'une semaine, ça a été un très très gros succès. On a fait une opération pour révéler un scandale qui se passait dans un petit village. La vidéo a très très bien fonctionné, la levée solidaire pour la cagnotte a été absolument phénoménale, presque 270 000 €. Donc Pierre est sorti d'affaire, il va pouvoir rembourser tous les crédits qu'il avait fait, éponger tout ce que lui avait coûté les procédures qu'il avait fait, parce qu'il était, voilà, la technique du maire et du lord, c'était de l'étouffer de procès, de procédures, et en fait là, vraiment avec ce que vous avez tous donné, vous lui avez permis en fait de continuer la lutte et de pérenniser son activité, puisque à la base c'est un type qui ne cherche qu'à faire un travail séculaire qui est celui d'éleveur de cochons, paysan. Donc voilà, alors je le dis de suite, il y aura un épisode 2 à mon joie, un épisode très très drôle. Voilà, il y aura des costumes de fouine à 500 balles, je préfère commencer à annoncer. Voilà, on va faire un épisode 2, je vais montrer quelles sont les conséquences pour Pierre de la levée de fonds. On va aller reconfronter, je pense, monsieur le maire. On va faire plein de petites carabistouilles. Je pense que l'épisode 2 va être absolument phénoménal. Voilà. Donc, un énorme merci à ceux qui sont mobilisés, qui ont vraiment fait un acte militant, parce que là, c'est du concret. Là, on a touché à quelque chose de concret, on a permis à un paysan de s'en sortir. Donc vraiment, merci pour Pierre, merci pour moi. Ça m'a permis aussi de voir, il y a un truc intéressant avec cette affaire, c'est qu'on ne se rend pas compte de la puissance qu'on a. C'est-à-dire qu'il y a des éléments comme ça de temps en temps où je me dis, ah putain, c'est vrai quand même, ce qu'on fait, voilà. Là, ça a été une démonstration de puissance phénoménale, en fait. On a vraiment mis à l'amende la République, et c'est pas terminé, c'est pas terminé. Ça, Pierre, il est plus chaud que jamais, et il veut faire tourner la roue, il veut aider d'autres paysans à s'en sortir, ou d'autres personnes même dans le besoin, donc on est en train d'étudier un petit peu les pistes. Mais sachez que Pierre est très 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 impliqué dans le fait de pouvoir faire bénéficier à quelqu'un d'autre ce qui lui est arrivé. Donc je voulais vous remercier à tous, c'est vraiment grâce à vous que ça a été possible. Super, merci beaucoup, et puis merci à ceux qui ont participé à cette belle action qui est nécessaire. On a tous été très contents de voir que tu pouvais aussi servir de relais, Ouais. et de t'impliquer aussi concrètement dans ces actions-là qui te portent à cœur, et on le sait dans ce fief un peu du sud-ouest. J'aimerais savoir si tu pouvais nous parler un petit peu, dans les grandes lignes, on va avoir l'occasion d'y revenir sur ce live, de ta dernière parution, Siècle Furieux, un titre un peu particulier qui augure de très belles choses à l'intérieur. Est-ce que tu peux nous le présenter brièvement et ensuite on va sortir les chevaux? Alors, Siècle Furieux, c'est pour ceux qui ont lu Crépuscule des Titans. Crépuscule des Titans, c'était tout ce Moyen-Âge central, début du Moyen-Âge, la formation du Moyen-Âge, comment le Moyen-Âge s'est articulé autour de la chanson de Roland. C'est-à-dire qu'il y a eu un exploit qui a été réalisé dans les Pyrénées. Cet exploit a eu un retentissement qui a été le premier gros buzz, on pourrait dire, médiéval. Et en fait, tu as une série de conteurs, en même temps qu'apparaît un peu voilà, les monastères qui faisaient des copies de la Bible. Bon, oui, on parle de Jésus, et au bout d'un moment, tu sais, il y a soif de violence quand même un petit peu. Donc on dit, bon, Jésus, à quoi il sert? Il sert à ce que des chevaliers francs, un peu déterres, fassent des trucs qui impliquent des carotides sectionnées dans des défilés montagneux. Donc si tu veux, les mecs ont commencé à raconter l'histoire de Roland, et qu'est-ce qui se passe au Moyen-Âge? On en rajoute. En plus, voilà, c'est les premiers copistes, c'est des types souvent qui sont issus de la terre. Donc si tu veux, à la fin, c'est ce que j'expliquais dans le Crépuscule, à la fin, c'est les mecs se battent contre les chauves-souris. Enfin, c'est la fiesta. Et cette chanson de Roland va structurer l'idéologie qui produit la chevalerie. C'est quelque chose qui est né en France, le concept de chevalerie est né en France. La chevalerie s'articule autour de la chanson de Roland. À la fin du Moyen-Âge, Constantinople tombe. Il faut savoir que l'Empire romain, quand il y a les invasions barbares, les élites se barrent de l'Empire romain et vont dans l'autre Rome, la Rome de l'Ouest, qui était la Rome byzantine, qui était à ce moment-là un grand centre intellectuel, un centre culturel, et ils vont amener un peu tout le savoir romain
tout ce que l'Antiquité a produit en termes de finesse et d'art, ils vont l'apporter à Byzance. Et l'Europe va sombrer dans une espèce de chaos entre raids barbares, raids musulmans, raids vikings. Les royaumes vont se structurer petit à petit. Et on va avoir l'émergence voilà, des premières seigneuries, des premiers domaines et de la chevalerie pour lutter contre ces invasions barbares. Ça va durer tout le Moyen-Âge. La chevalerie va monter en exergue quand les mecs vont se dépasser de plus en plus. Et on arrive au Moyen-Âge final, il y a eu la peste, si tu veux, il s'est passé des trucs extrêmement chauds, tu vois, il y a des guerres de partout, l'armement commence à se perfectionner. On va y revenir à un moment. Voilà, l'armement commence à se perfectionner, les mecs deviennent des professionnels. Et là, si tu veux, Constantinople tombe. Donc la Rome byzantine qu'on avait laissée pendant que le Moyen-Âge central était en train de se développer, le Moyen-Âge européen de l'Ouest est en train de se développer, Byzance tombe, les élites byzantines reviennent en Europe. On est, grosso modo, au XVe siècle. On est à la fin du XVe siècle, début XVIe. Et là, on récupère tout l'héritage romain, d'un coup. Donc qu'est-ce qui se passe? T'avais des mecs qui raidaient à cheval, tu vois. C'est par où Jérusalem, tu vois. Et ils demandaient ça à un mec du Rouergue, tu sais. Va jusque là où on parle italien, fais-toi arnaquer de 300 lire, paye un billet beaucoup trop cher à un Sicilien, arrive sur une plage où il y a des gens qui seront en fait des Libanais, que tu vas prendre pour des Arabes, que tu vas massacrer, après tu iras prier parce que tu te rends compte que c'était des Maronites, voilà, qui parlent arabe, ils étaient un peu bronzés, mais en fait c'est des gentils, et après tu arrives à Jérusalem. À l'entrée de la ville, il y a Salomon, c'est pareil, il va te dire que ton épée, elle est pas géniale, il peut te filer un truc pour qu'elle soit plus flashy. Et là, finalement, tu vas rencontrer une commanderie templière qui va t'indiquer que c'est bon, l'ennemi est par là, tu vois. Donc, il y a ces 9 croisades, tu vois. Et là, tout d'un coup, ces mecs-là, on leur dit, attendez, oui, Roland, dans les montagnes, il souffle dans un corps, sa gorge éclate, tu sais, ces ambiances comme ça, tu vois, c'est ça qu'il est... C'est le Vuvuzela, mais médiéval, en fait, tu vois. Faut que les jugulaires, elles explosent, sinon... Eux, c'est ça leur épique, tu vois. Nous, je sais pas, c'est Norman qui fait des vidéos, tu vois. Pas trop. Voilà, ouais. C'est Norman qui fait des vidéos avec des enfants. Et après, il y a au Moyen-Âge qui les fait rigoler, c'est Roland, il souffle dans une corne, tu vois. Et il souffle tellement que la veine éclate. Pour eux, c'est un but de Zidane, si tu veux, je veux dire. Donc les mecs se surchauffent sur des trucs comme ça, ils se surchauffent sur ça, tu vois. Et là, il y a un gonze qui déboule, qui s'appelle Nikonos, tu vois. Il fait, voilà, ou Nicolas, ou je sais pas quoi, un blast de pop, tu vois. Il arrive, il dit, voilà, je viens de Byzance, c'est où? Bah, c'est près des Arabes. Mais on est différents. Il arrive, il leur dit, bon, les gars, oui, Roland, oui, plein de trucs médiévaux stylés, voilà, mais le Colisée, les gladiateurs, Orphée qui disait aux enfers mettre des coups de tête aux démons et récupérer sa zouze, tu vois. Tu sais, il leur explique toutes les légendes romaines. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que l'homme occidental, il est à peine sorti de la puissance médiévale, tu vois. Enfin, il a survécu à la peste noire. Il a survécu à la peste noire. Il a pris une guerre de 100 ans contre des Anglais. Une guerre contre les Anglais, c'est infâme. Ouais, ça. Quand tu captures des mecs, ils ont quoi sur eux? Du beurre, tu vois. Tu vois, qu'est-ce que tu leur voles? Leur dentier, tu vois. Tu leur voles des trucs d'anglais, tu vois, c'est dégueulasse. Donc du coup, c'est nul, 100 ans de guerre. Et là, tu as... les types se rendent compte que, après toute cette noirceur, il y a la puissance. Tu sais, ils redécouvrent la puissance, le goût de la puissance. Parce qu'en plus, l'Europe commence à être dominante. L'Europe, elle commence de plus en plus à conquérir. Il y a le Saint-Empire romain germanique qui se refabrique, qui se reforme. Donc on a une nouvelle Rome. Et là, les mecs se disent, on va exploser le monde. Donc là, c'est les conquêtes, c'est les condottieri en Italie, c'est tous ces personnages que vont faire émerger l'Europe médiévale, qui vont être des personnages extrêmement en couleur, et c'est de eux dont je parle dans Siècle furieux. Je suis très très fier de ce livre, c'est l'épopée de vos ancêtres. Je sais qu'il y a beaucoup de Français qui ont des origines aussi européennes, des entours d'Europe, et dedans j'aborde l'histoire des Italiens, des Espagnols, des Français bien évidemment, qui a une place centrale dans le livre, des Allemands, des Luxembourgeois, des Écossais, de tous ces peuples qui ont fait la Renaissance, quoi, voilà. Est-ce que tu peux juste remontrer la couverture? Ouais. Dessus, tu as un costume incroyable. Ouais. Quand j'ai reçu le bouquin, j'étais absolument bluffé. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus là? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le prochain? Alors, c'est une armure qui est une copie du style d'armure qu'il y avait sur les équipements des conquistadors. Donc, il y a 3 gros fournisseurs d'armure. Il y a les Italiens qui sont vraiment très très bons en design. Ah, tiens.
qui font des armures à Milan, tu vois, qui font un peu la Maserati de l'armure. Il y a les Allemands qui font des armures gothiques, bien sûr, je vous le donne en 1000, elles sont trop lourdes. Ah, tiens. Voilà. Et après, donc, il y a les autres peuples, si tu veux, qui les achètent. Tu as des forgerons locaux, tu avais un style d'armure à l'espagnol, mais les deux gros centres, c'est vraiment, tu as des armures à la française. Allez, les trois gros centres, c'est la France, beaucoup l'Italie et un petit peu l'Allemagne. Et cette armure, en fait, c'est une armure dite milanaise, qui est une armure du début, en fait, du début du XVIe siècle, qui va correspondre. C'est les armures qu'avaient les condottieri, qu'avaient les conquistadors, qu'avaient... alors les lansquenets, c'était pas aussi bien équipés, ils avaient plutôt des trucs sans épaulement. Je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est vraiment l'armure caractéristique des armées impériales. L'armée impériale, c'est la coalition de beaucoup de pays européens, le Benelux, l'Allemagne, l'Autriche, la Sicile. Il y a des alliances avec la Grèce, il y a la Maison de Savoie, il y a l'Espagne, le Portugal, toutes leurs colonies, donc c'est la grosse puissance, c'est Charles Quint, qui se battent contre la France, qui prend pour alliés les Turcs. Voilà. Ouais. Dommage. Dommage, ben c'est bon. Voilà, après, on peut comprendre aussi, à cette époque, l'islam n'a pas tout à fait la même résonance qu'il a actuellement. François Ier est un souverain qui rêve de grandeur, il comprend pas pourquoi c'est un type prognate qui bave pendant le repas, qui devient empereur, alors que lui, il fait 1m98, tu vois. Si on prend un handicapé, on le met titulaire, Zidane il est sur le banc. Bon, qu'est-ce qui se passe, tu vois on a envoyé Jules boxer Bob Sapp, tu vois, alors qu'on a Tyson dans le rack. Bon, donc du coup, ils se fâchent et ils se font la guerre, hein, et tu as de cette confrontation entre l'Empire et les pays insoumis, si tu veux, tu as une renaissance de guerre, de flamboyance. Le pognon commence à arriver, parce que les Espagnols mettent des gifles au Toltec. Hein. C'est quoi cette chevalière? T'as un truc en or, là? Tiens, un coquillage, prends un moscatel et donne-moi ton or. Et ta femme aussi. Et donc, du coup, ils ramènent ça en Europe. C'est la fiesta. Voilà.